Bon, imaginons un instant le système nerveux du corps humain. Le cerveau prend une décision super claire, genre ouvrir la main. Le signal électrique descend le long de la moelle épinière, il fonce vers le bras, mais arrivé au poignet, rien ne se passe. Ah, la main reste fermée du coup. Exactement, la main reste fermée. Et c'est pas que le cerveau a changé d'avis, hein. C'est juste que la connexion entre l'ordre et l'exécution, elle a été intentionnellement coupée en fait. Le muscle refuse d'obéir au système central. C'est une métaphore biologique qui est assez frappante, ouais. Ça illustre bien une paralysie en fait. Ouais, c'est troublant comme image, non? Cette idée qu'un ordre qui est parfaitement valide soit tout simplement ignoré par la machine physique. Eh bien, c'est exactement la dynamique institutionnelle qui se joue aujourd'hui au Togo, selon la source. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une situation politique et juridique extrêmement tendue au Togo. En se basant sur des enquêtes récentes publiées par le journal L'Alternative, on va analyser un cas concret où les décisions de justice se heurtent de plein fouet au pouvoir exécutif. On parle ici de décisions judiciaires claires qui ordonnent des remises en liberté, mais face auxquelles le dictateur Faure Gnassingbé refuse catégoriquement de relâcher ceux que l'opposition qualifie désormais de prisonniers personnels. C'est un dossier vraiment captivant car il illustre l'impact très concret des jeux de pouvoir sur la vie des citoyens. Allez, on regarde rapidement notre plan de route. D'abord, discours contre réalité. Ensuite, focus sur ces 13 fameux détenus politiques. En troisième lieu, on examinera ce lourd passif de décisions ignorées. Quatrièmement, les revendications précises de l'opposition. Et enfin, on terminera sur ce grand appel à la mobilisation générale. C'est parti. Première étape de notre analyse, le contraste saisissant entre le discours officiel et la réalité sur le terrain. Il faut remonter au 66e anniversaire de l'indépendance du Togo. Lors de cet événement, le président Faure Gnassingbé a prononcé un discours très officiel, axé sur l'unité nationale. Il a déclaré mot pour mot « Rassembler notre pays, c'est construire la confiance dans des institutions efficaces et dans une justice fiable ». Sur le papier, c'est le message idéal. C'est la belle vitrine d'un État de droit qui veut rassurer sa population. Et c'est là que ça devient vraiment interpellant, parce que ça illustre parfaitement le grand écart entre la théorie et la pratique. D'un côté, on a cette grande promesse présidentielle d'une justice fiable et indépendante, et de l'autre, on a les accusations accablantes de l'opposition. Selon eux, le régime vient littéralement de balayer d'un revers de main un arrêt majeur de la Cour d'appel de Lomé, la décision numéro 040-2026. Comment concilier des beaux discours sur la justice quand, dans les faits, des décisions judiciaires officielles semblent être purement et simplement ignorées par le sommet de l'État? Ce qui nous amène tout droit à notre deuxième point, l'affaire des 13 détenus politiques, le fameux arrêt 040-2026. De quoi parle-t-on exactement? Eh bien, d'après un communiqué conjoint publié début mai par la société civile, il existe un document officiel noir sur blanc. Cet arrêt, rendu le 18 février par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé, est formel. Il ordonne purement et simplement la libération de 13 personnes qualifiées de détenus politiques. Sauf que voilà, les autorités continuent de maintenir ces individus en prison, comme si ce document n'existait pas. Pour les signataires, c'est la preuve irréfutable que l'appareil judiciaire est totalement sous l'emprise de l'exécutif. Et bien sûr, derrière ces numéros de dossiers juridiques, il y a des êtres humains. On parle de figures sociopolitiques bien connues au Togo, comme Banavé Balan, qu'on surnomme le général du 19 août, ou Fofana Nafiou, dit Agogo. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'impact humain désastreux. L'opposition insiste lourdement sur la souffrance des familles de ces détenus. Imaginez un peu la situation. La justice ordonne le retour à la maison d'un père, d'un fils, d'un conjoint, mais la porte de la cellule reste fermée de façon totalement arbitraire. Le traumatisme pour ces familles séparées est immense. Passons au troisième volet. Et ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Regardons un peu le passif de ces décisions ignorées. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est qu'on a affaire à un véritable schéma systémique. Ce tableau montre des décisions émanant directement d'une juridiction internationale, la Cour de justice de la CEDEAO. On y retrouve des affaires très lourdes, des victimes présumées de torture, que ce soit les militants de la C14 ou ceux de l'affaire Tigre Révolution, mais aussi des condamnations pour des coupures Internet abusives. Toutes ces condamnations, pourtant assorties de références légales bien précises, n'auraient jamais été appliquées par l'État togolais. Zéro exécution. Et ça se confirme si on retrace la chronologie sur ces dernières années. C'est une véritable inertie, à tous les échelons. Une enquête interne sur des tortures ordonnées en 2020 par la justice nationale, ignorée. Le transfèrement de Jean Palou-Moulou réclamé en 2022, ignoré.
Même les directives strictes venant du groupe de travail de l'ONU pour des figures historiques comme Kapacha Gnassingbé passent purement et simplement à la trappe. Le résultat de cette surdité institutionnelle se résume par un chiffre qui fait vraiment froid dans le dos, plus de 70. Selon les organisations de la société civile, c'est le nombre ahurissant de personnes maintenues aujourd'hui en détention de manière totalement arbitraire. C'est pour ça que les opposants ne mâchent plus leurs mots et parlent des prisonniers personnels du chef de l'État. Pour eux, on n'est plus du tout dans un état de droit, mais dans une gestion purement dictatoriale de la justice. Et quand on regarde de plus près cette liste de plus de 70 personnes emprisonnées sans base légale, on se rend compte que ça touche toutes les strates de la société. On y croise bien sûr des figures politiques comme Jean-Paul Oumoulou, mais aussi l'ancienne ministre des Armées en personne, Marguerite Guinacadé. Et ça va même jusqu'à des figures de la culture populaire comme l'humoriste Akpa Ogro. L'arbitraire n'épargne personne et ça laisse encore une fois des dizaines de familles rongées par l'angoisse de voir leurs proches moisir en prison, sans raison valable. Face à cette crise, on aborde notre 4e partie. Comment réagit l'opposition? Quelles sont ses revendications? La réponse ne s'est pas fait attendre. Le 2 mai dernier, une très large coalition s'est formée, regroupant des partis politiques et des mouvements citoyens de tous bords. Des entités comme la dynamique MG Kpodzro ou le Front Touche pas à ma Constitution ont tapé du poing sur la table dans un communiqué conjoint. Le message est simple. Dénoncer fermement ce énième déni de justice et l'arbitraire absolu du pouvoir. Mais ils ne se contentent pas de dénoncer. Leurs exigences sont structurées en 2 étapes qui se veulent non négociables. L'étape numéro 1, évidente, la libération immédiate et sans la moindre condition de la totalité de ces prisonniers politiques. Mais l'étape 2 va beaucoup plus loin. Ils exigent que l'État reconnaisse enfin officiellement les violations des droits humains commises et qu'il verse de vraies réparations pour les préjudices subis par ses citoyens. Ce qui nous mène à notre 5e et dernière partie, l'appel à la mobilisation générale. Alors, pour obtenir gain de cause, la coalition a décidé de ratisser très large. Il ne s'adresse plus uniquement aux militants politiques habituels, l'appel vise carrément le cœur battant du pays. On appelle les étudiants, les médecins, les conducteurs de taxi-moto, les commerçants des marchés, les fonctionnaires et même les agriculteurs. Bref, toutes les couches sociales et tous les syndicats sont invités à entrer dans la danse. L'attente est énorme face à une situation jugée critique. Pourquoi un tel appel de la société civile ? Tout simplement parce que l'opposition veut démontrer comment ces détentions politiques affectent directement la vie des citoyens ordinaires. L'injustice au sommet de l'État ruisselle jusqu'en bas, que ce soit dans les litiges fonciers, les abus d'autorité ou la précarité du quotidien. L'idée, c'est de créer un mouvement de masse pour maintenir une pression de tous les instants sur le régime, dans l'espoir de forcer la main au gouvernement et de mettre un stop aux abus de pouvoir. Et on en arrive naturellement à notre grande question finale. Face à un régime qui semble avoir fait de l'ignorance des décisions de justice une véritable marque de fabrique, tant au niveau national qu'international, cette vague populaire suffira-t-elle? Ces appels à bloquer l'économie et à se mobiliser dans la rue parviendront-ils enfin à faire plier l'exécutif pour rétablir une véritable justice au Togo? C'est incontestablement le grand enjeu politique des mois à venir.